La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 2 décembre 2024. Il s'appelle ce matin « Les marchés regardent la France ». Les indices américains n'ont eu besoin que d'une demi-séance vendredi pour aller décrocher des records et clôturer un mois de novembre boursièrement faste. Du côté de la France, le gouvernement joue à qui tout double sur le budget, la zone euro est plus fragilisée que jamais. Pendant les fêtes de fin d'année, si quelqu'un vous demande comment Wall Street a accueilli la réélection de Donald Trump, vous n'aurez qu'à citer les chiffres de novembre. Sur le mois, le Dow Jones a gagné 7,5%, le Nasdaq 6,2% et le S&P 500 5,7%. La palme, elle revient toutefois au Russell 2000 qui suit les petites valeurs américaines avec 10,8% de hausse. Les stratèges américains avaient très tôt fléché cette taille d'entreprise comme la principale bénéficiaire du retour de Trump aux affaires, on en a déjà parlé pas mal de fois dans cette chronique. L'Europe, elle a du mal à suivre le rythme, c'est un secret pour personne, en partie parce que les gains des États-Unis se sont faits contre ceux du reste du monde. C'est ce que l'on appelle le Trump Trade, qui se joue de l'intérieur et qui est censé être défavorable aux autres économies. On va quand même noter que le DAX, en dépit des déboires de l'économie allemande, est l'indice qui s'en tire le mieux pour le moment en 2024 en Europe parmi les grands indices. Il a gagné 2% en novembre. Le CAC 40 français, lui, il accuse 2,35% de baisse en novembre et plus de 4% depuis le début de l'année. C'est vraiment un mauvais millésime pour l'indice français. Du côté des États-Unis, c'est le BOFIX, ils attaquent le dernier mois de l'année sous de bons auspices avec 26,5% engrangés par le S&P 500 depuis le 1er janvier. Je vous rappelle que décembre est réputé pour héberger le rallye de fin d'année, c'est-à-dire une période de hausse. Et tout ça n'a rien d'ésotérique, c'est une réalité statistique. Des 12 mois de l'année, décembre est le plus favorable aux investisseurs. On compte 70 hausses sur les 96 dernières années sur le S&P 500. On va revenir quand même en France. La France qui est devenue le maillon faible de la zone euro depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était le 9 juin dernier. Le gouvernement rustine de Michel Barnier pourrait chuter dans les jours qui viennent et peut-être même dès aujourd'hui. C'est une source de tension. La situation est scrutée de près par les marchés financiers qui n'aiment pas vraiment ce genre de situation car elle constitue un bon terreau de crise régionale, voire plus. Autant dire qu'en cas de censure pour cause d'impasse budgétaire, il va sans dire que les investisseurs renforceraient leur repli sur les États-Unis. Vendredi, l'agence Standard & Poor's a maintenu la note de solidité financière de l'Hexagone à A- et elle a même conservé une perspective stable, ce qui était loin d'être acquis, mais évidemment tout pourrait être remis en cause si le gouvernement chute. Dans le volet macro, les rendements des obligations chinoises à 10 ans sont passés sous la barre des 2% pour la première fois depuis 2002 il y a quelques heures. Alors ça ne vous parle pas tellement dit comme ça, mais c'est quand même le signe que les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale chinoise continue à baisser ses taux pour soutenir la reprise. Ceux qui espéraient de nouvelles annonces en sont quand même pour leurs frais. Le Parti communiste local n'a pas publié le compte-rendu habituel de sa réunion de novembre. Il laisse donc les investisseurs dans le flou. Ils ont quand même une petite satisfaction. Les indicateurs PMI manufacturiers de novembre confirment un frémissement haussier, mais les spécialistes mettent ce sursaut sur le compte de la surexpédition de marchandises pour anticiper la montée des fameuses barrières douanières. Et en parallèle, les indicateurs PMI du secteur des services sont assez décevants. Après avoir concentré ses menaces sur le Canada, le Mexique et la Chine, Donald Trump s'est cette fois attaqué aux BRICS et à leur volonté de s'affranchir de la tutelle du dollar. Le président élu a en substance exigé de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer de nouvelles devises ou à utiliser une devise existante pour concurrencer le dollar, sans quoi, je cite, ils subiront des droits de douane de 100% et doivent s'attendre à dire au revoir à la perspective de vendre dans la magnifique économie américaine. On continue avec une série d'informations à ne pas manquer pour bien démarrer la semaine. D'abord, on reste dans la Trumposphère. Le futur président a nommé Charles Kushner, le père de son gendre, ambassadeur américain en France. Donald Trump a par ailleurs rencontré le premier ministre canadien Justin Trudeau dans son fief de Mar-a-Lago en Floride, probablement pour parler droits de douane. Dans la série On croit rêver, Joe Biden a gracié son fils Hunter. Après ce fait du prince, le futur ex-président se fait tomber dessus par toute la presse, notamment celle qui le soutenait historiquement, et on peut dire que c'est assez mérité. Au Moyen-Orient, un conflit enchasse l'autre. Après le cessez-le-feu au Liban, la Syrie s'embrase à nouveau avec l'offensive des opposants au pouvoir en place qui ont repris Alep, la seconde ville du pays. Enfin, les négociations de l'ONU sur le plastique ont échoué à aboutir à un compromis ambitieux. Sur l'agenda macro de la semaine, on a une allocution du patron de la Fed qui est prévue mercredi soir et les statistiques de l'emploi américain de novembre qui sont attendues vendredi. On aura aussi un discours de la chef de la BCE Christine Lagarde mercredi, plus la réunion de l'OPEP+, qui aura lieu jeudi. Sur l'agenda des sociétés, il n'y a plus grand chose cette semaine, hormis Prosus ce matin, Salesforce ou Marvell un petit peu plus tard dans la semaine aux États-Unis. On termine quand même sur l'instant miaou. La
l'amour est le plus beau des cadeaux de Noël, a déclaré la princesse Kate au Royaume-Uni. Quand j'étais petit, on avait toujours quelqu'un pour nous raconter que le plus beau cadeau de Noël c'était une orange. J'ai bien peur qu'on m'ait menti. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, les indices démarrent la semaine et le mois en hausse modérée en Australie, en Inde et à Hong Kong. C'est plus solide du côté du Japon, plus 0,6% et de la Chine continentale, plus 0,8%. Seule la Corée du Sud a l'air de perdre un petit peu de terrain ce matin. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont baissiers, nerveux évidemment à cause de l'actualité politique en France. Dans l'actualité des sociétés, dans l'Hexagone, les immatriculations de voitures neuves étaient en baisse de 12,7% en novembre selon la PFA. Grosse information dans l'automobile encore, Carlos Tavares n'ira pas au terme de son mandat chez Stellantis. Il a démissionné hier, il restait à peu près 1 an de mandat. Le pilotage par intérim sera assuré par un comité dirigé par le président John Elkann. Maxime Pica et Antonio Filosa seraient sur les rangs selon Le Monde. Covivio et Accor Invest ont finalisé l'opération de remembrement de la propriété des murs et des fonds de commerce de leurs hôtels pour une valeur totale d'échange de près de 800 millions d'euros. Worldline a connu des perturbations en Italie après que des travaux de voirie ont accidentellement endommagé la connexion de son réseau à ses centres de données dans le pays. Bureau Veritas finalise l'acquisition du groupe APP. Ipsos envisagerait de faire une offre pour racheter Kantar Media. La société a confirmé ce matin une rumeur qui circulait pendant le week-end. Alten a finalisé l'acquisition de WorldGrid auprès d'Atos. Eutelsat a exercé son option de vente et a signé un contrat de cession d'actions avec Equity Infrastructure pour la cession d'une part majoritaire dans une nouvelle entité qui sera dotée d'actifs d'infrastructures terrestres. Altarea a annoncé plusieurs cessions majeures en logistique pour un montant total d'environ 390 millions d'euros. Fnac Darty a finalisé la vente de 17% de France Billets à CTS Eventim. Icad a relevé sa prévision de cash flow net pour 2024 grâce à un acompte sur dividende. Pizzorno Environnement a acquis le contrat de collecte et de transport des ordures ménagères de la communauté de communes du pays d'Ozon. L'OPA sur Eurobio rouvre après que les initiateurs eurent obtenu 82,7% du capital et Europlasma reprend une société de recyclage à la barre du tribunal. Sur l'agenda des publications en France, on a GEA et Décuple. En Europe, l'Italie chercherait des moyens de contrer l'offre publique d'achat d'Unicredit sur Banco BPM selon les infos du FT. Les salariés allemands de Volkswagen entament aujourd'hui une grève dure. Prosus a doublé son bénéfice au premier semestre fiscal. Nexi ouvre une enquête sur le dysfonctionnement des services de paiement en Italie. Holcim vend sa division nigériane au cimentier chinois Huaxin. Implenia remporte plusieurs grands marchés de construction de bâtiments en Suisse et en Allemagne. La tentative de Telefonica de vendre une part majoritaire dans ses activités de fibre optique au Pérou a échoué et Pirer Mobility lance une procédure d'insolvabilité pour KTM. En Amérique du Nord, Moana 2, le film de Walt Disney, établit un record de recettes pour le week-end de Thanksgiving et JP Morgan abandonne ses poursuites contre Tesla au sujet des bons de souscription d'actions. Dans le reste du monde, le directeur financier de Nissan va démissionner selon Bloomberg et Kioxia, le groupe de semi-conducteurs japonais, fixe sa fourchette d'IPO entre 1390 et 1520 yens par action selon plusieurs sources. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Très bonne journée à toutes et à tous.